Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires, sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde, avec la participation de la presse quotidienne régionale. Voici les titres de l'actualité. La vaccination est en marche, coup d'accélérateur pour la campagne de vaccination en France. Après les polémiques sur sa lenteur, le personnel soignant et les personnes âgées sont prioritaires. Reportage dans un instant en Occitanie. Le monde de la culture reste fermé, théâtres, cinémas et autres musées resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. La date du 20 janvier, un temps espéré par le monde de la culture, est désormais repoussée par le gouvernement. Les réactions à suivre dans ce journal. Un grand comédien et metteur en scène, Robert Hossein, vous le savez, est décédé la semaine dernière. Sa ville d'adoption, Vittel, dans les Vosges, lui a rendu un bel hommage que nous regarderons en images tout à l'heure. Enfin, vous le verrez pour terminer ce journal, de belles images des ballets de Monaco qui, malgré la pandémie, continuent de fonctionner. Je vous le disais dans les titres, la vaccination s'accélère sur fond de polémique sur son rythme jugé trop lent par certains. La priorité a été donnée aux personnels hospitaliers et aux personnes âgées. À l'hôpital de Pradès, dans les Pyrénées-Orientales, bien connu du Premier ministre, il en était le maire, 12 patients de l'unité soins longue durée ont accepté de recevoir le traitement. Tous les détails avec la chaîne Via Occitanie sur place. Allez, j'y vais, Madame Falguer, je vous prie. Les premiers vaccins contre la Covid-19 ont été effectués en Occitanie ce lundi. À l'hôpital de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, 12 patients de l'unité de soins longue durée ont accepté de recevoir le traitement. Ça s'est très bien passé, j'ai rien senti. Dès qu'on en a parlé, j'ai dit allez, tire à mes mères. Parce que je tiens pas du tout à la voir, cette cochonnerie. En plus des patients, les soignants de plus de 50 ans peuvent aussi recevoir le vaccin depuis lundi. Le docteur Patrice Gimbert est le premier praticien de santé à avoir reçu la vaccination dans les Pyrénées-Orientales. Il souhaite montrer l'exemple et encourager ses patients à faire de même. Je suis exposé tous les jours, donc c'est normal que je me fasse vacciner. Et puis c'est un acte de protection pour la société, quoi. Enfin, c'est un acte civique. Je suis un pro de la vaccination depuis toujours. En fait, c'est même le fait qu'on se pose la question qui m'étonne un petit peu. Avant lundi 4 janvier, seules 352 doses ont été administrées en France. L'Hexagone est d'ailleurs très critiqué pour la lenteur de sa politique de vaccination. Mais la couverture vaccinale va s'intensifier. En Occitanie, 100 000 personnes âgées et professionnels de santé doivent être vaccinées d'ici le début du mois de février. Nous allons monter en puissance évidemment au cours de la semaine et tout au long du mois de janvier avec l'objectif d'avoir vacciné l'ensemble des personnes âgées en établissement au début du mois de février et d'avoir vacciné le maximum de professionnels de santé de plus de 50 ans au cours de ce mois de janvier, puisque ensuite nous souhaitons passer début février à l'opération de vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans à domicile et ensuite des personnes âgées de plus de 65 ans. Preuve de cette volonté d'accélérer, mardi, chaque point départemental de vaccination de la région sera approvisionné en doses. Le gouvernement l'a annoncé cette semaine, vous le savez, le monde de la culture fait grise mine. Les musées et autres cinémas ne sont pas prêts de rouvrir leurs portes. Regardez quelques réactions. Après celle du 15 décembre, nouvelle désillusion pour les acteurs du monde culturel qui espèrent ouvrir le 20 janvier prochain. En raison des données sanitaires actuelles, musées, cinémas ou encore théâtres vont devoir rester fermés pour l'instant. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement le 1er janvier. On a prévu, nous, à partir du 20 janvier, une série de dates, parce qu'on nous a quand même parlé du 20 janvier, et c'était la date la plus lointaine, soi-disant. Mais j'ai peur que malheureusement, ce soit une date encore de revoyure. Une réouverture tant espérée qui n'arrive pas et des dates sans arrêt repoussées qui ne permettent pas aux acteurs locaux de se projeter. Ils attendent des déclarations claires de la part du gouvernement. Moi, je préférerais qu'on me dise, écoutez, vous ne pouvez pas jouer jusqu'au 1er mars, vous ne pouvez pas jouer jusqu'au 1er avril, parce qu'on s'organiserait autrement. Alors que là, en réalité, on ne peut pas s'organiser. C'est de 10 jours en 8 jours qu'on prévient les spectateurs. Donc tous les 10 jours, on leur écrit, bon bah désolé, mais là, on ne va pas pouvoir jouer. Les acteurs du monde culturel comprennent que l'épidémie ne permet pas d'avoir une date fixe de reprise. Ils se tiennent prêts à rouvrir leurs portes et attendent le feu vert du gouvernement. Vous nous avez fait confiance au mois de mai lorsque nous avons rouvert. Faites-nous confiance. Nous avons pris les mesures nécessaires pour permettre de travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes vraiment utiles. Nous souhaitons vivement pouvoir accompagner nos concitoyens et obtenir de vous rapidement une ouverture.
Les établissements culturels n'ont pas rouvert leurs portes depuis octobre dernier. Et l'on repart de la météo dans ce grand JT des territoires. L'hiver est bien là et cela faisait longtemps qu'il n'était pas arrivé. Dans la Loire, les températures sont basses et la neige est là également pour les habitants de la région. Cette neige fait pourtant chaud au cœur. Un reportage de nos confrères sur place de TL7, Télé Loire 7. Depuis le 1er janvier, les températures n'ont pas dépassé la barre symbolique des 0 degrés. Le froid commence à s'installer. Je trouve que ça fait du bien. Moi, j'aime bien l'hiver, j'aime bien voir les 4 saisons. Donc, ça rassure aussi d'avoir des hivers aussi froids qu'avant. Donc voilà, moi, je suis contente qu'il y ait de la neige. Il faut faire gaffe et être équipé. Bon, on se retrouve un petit peu avec un climat normal de chez nous, quoi. Enfin, c'est un peu normal en janvier qu'il fasse froid. C'est sûr que c'est un peu dur de travailler dehors là tout de suite, mais on n'est pas habitué. Mais bon. C'est normal. Dans le massif du Pilat, ici, il fait moins 5 degrés. Un épais brouillard recouvre le décor. D'habitude, on peut voir derrière moi un magnifique paysage. Aujourd'hui, on ne voit rien. La neige aussi reste fixée au panneau. Elle est gelée complètement. Et sur la route, attention parce que le verglas persiste encore. Sur les routes, jusqu'à moins 8 degrés, le sel est déversé pour faire fondre le verglas. Et dans le cas d'un hiver rude, 25 000 tonnes de sel sont réservées pour l'entretien des routes. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et là, on est sur les 2 semaines qui viennent, on a des prévisions météo qui sont pas très bonnes et qui laissent penser qu'effectivement les conditions peuvent être difficiles. Donc on aura sans doute un hiver plus rigoureux au moins que l'hiver dernier. Quand on est en température négative entre 0 et moins 7, moins 8, le sel permet effectivement de faire fondre la neige et de faire fondre la glace quand c'est du verglas. Vous l'aurez compris, les routes du département de la Loire sont largement praticables, mais ici, dans la montée du col de la République, les équipements spéciaux sont obligatoires, comme l'indique le panneau juste derrière moi. C'est le cas aussi pour le col du Béal et celui de la Loge. La nouvelle année commence bien, vous allez le voir, pour les automobilistes amiénois. Le stationnement gratuit à partir de 17h30 en centre-ville est désormais officiel. Cette mesure expérimentale pour l'instant, qui vise à redynamiser les commerces de centre-ville, va durer 6 mois. Alors comment est-elle accueillie? Par les amiénois, directement sur place, par les commerçants. Les équipes de la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, vous racontent cela sur place, regardez. Se garer gratuitement en centre-ville d'Amiens à partir de 17h30, c'est désormais possible. Depuis samedi dernier, les Amiénois peuvent profiter sereinement des commerces. Dans les rues d'Amiens, la nouvelle est pour la plupart saluée, mais certains s'interrogent encore. Personnellement, je ne suis pas intéressé en ce sens que je prends le bus. Et je trouve que c'est la solution la meilleure, encore. Parce que 17h30, arrêter, ça laisse très peu de temps. Ça va faire du bien aux commerçants qui ont beaucoup souffert. Pour certaines enseignes du centre-ville, le contexte sanitaire et les confinements successifs ont été fatals. Régis de Grise est caviste en centre-ville d'Amiens. Pour lui, la gratuité du stationnement à partir de 17h30, oui, mais il faudrait aller plus loin. Est-ce que ça ne va pas faire un effet ventouse ? C'est-à-dire que les personnes habitant en centre-ville, forcément, vont être tentées aussi de se garer plus près. Voilà. Et ça, c'est l'expérience qui nous le dira. Mais globalement, moi, je pense que c'est une excellente mesure. On a franchement besoin de ça. Ce qui serait bien aussi par la suite, ça serait d'éventuellement rendre la première journée des soldes gratuite également. Et le premier samedi des soldes, ça pourrait être une grande aide pour les commerçants du centre-ville. Le stationnement gratuit était une promesse de campagne de la municipalité en place avec un objectif, redynamiser le centre-ville et soutenir les commerçants. Difficile pour l'heure de connaître les effets de cette mesure en phase de test. Alors pas question d'aller plus loin pour le moment. On va faire des comptages, on va voir si ça vit bien, si c'est opportun, si ça n'amène pas non plus trop de voitures ventouses. Tout est à tester, hein. Il faut vraiment essayer pour être sûr de l'efficacité. La gratuité du stationnement en centre-ville à partir de 17h30 durera 6 mois. En cas de couvre-feu à 18h, la mairie assure que le dispositif pourra être prolongé. Bonjour Michel Picot, comme chaque semaine, notre rendez-vous éco-région avec vous. Et cette semaine, vous allez nous parler d'une start-up française qui grandit bien vite et qui est présente pratiquement sur tous nos territoires et également à l'international. Il s'agit de Too Good To Go, c'est une appli anti-gaspillage alimentaire. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Too Good To Go, c'est un phénomène né en France, en région parisienne, en 2017. Le concept, lutter contre le gaspillage alimentaire,
La méthode, nouer des partenariats avec des magasins alimentaires, boulangeries, pâtisseries, supermarchés et même des hôtels dont les petits déjeuners ont été souvent surdimensionnés et finissent à la poubelle. L'idée est donc de constituer des paniers avec des produits justement qui ne seront pas vendus et vendre ces paniers à prix avantageux. Et pour trouver des acheteurs consommateurs, ils ont créé une application mobile de mise en relation entre ces commerçants et les consommateurs. Le succès est colossal. En France, et dans 15 pays aujourd'hui, et même à New York et Boston. En 2020, ils ont évité de jeter 15 millions de repas grâce à leur panier. Côté effectif, dans notre pays, ils sont passés de 7 en 2017 à 90 aujourd'hui et ils sont 600 en Europe. Enfin, ils se sont engagés aussi sur les dates de limitation de consommation des produits afin de mieux gérer les flux de cette nourriture, pas forcément en fin de vie. La France, vous le savez, gaspille près de 10 millions de tonnes de produits alimentaires et sur ces 10 millions, 1,2 concerne de la nourriture encore consommable. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est très tendance et même une prise de conscience de la part des consommateurs. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette entreprise Too Good To Go. Merci Michel Picot et rendez-vous dans un nouveau Grand JT des territoires pour la rubrique Éco-région. Tout à fait autre chose dans l'actualité maintenant, direction les Yvelines, où la gendarmerie, la préfecture et le monde équestre se sont réunis fin décembre pour acter un nouveau protocole de protection des équidés. Un moyen d'anticiper les actes malveillants faits aux chevaux suite aux nombreuses mutilations recensées en France ces derniers mois. Les précisions d'Éléonore Sinoquet et de Nicolas Dandry pour TV78 sur place. Vigilance équidée, c'est le nom de la convention qui a été signée mercredi 30 décembre dans les écuries du poste à cheval de Saint-Nom-la-Bretèche, entre le monde équestre, l'État et la gendarmerie. Objectif, assurer la protection des chevaux après la vague de mutilation d'équidés de ces derniers mois. C'est une première nationale et ce qui est très intéressant, c'est de voir la conjugaison des efforts de tout le secteur privé, des centres équestres, des éleveurs, des militaires, avec la gendarmerie nationale, la gendarmerie à cheval et la garde républicaine. Cette convention vise à créer un réseau départemental d'échange et de solidarité entre forces de l'ordre et monde équestre. Pour ce faire, 15 référents équitants seront répartis sur le territoire. À Maule, ce sera Emma Bataillon. Le rôle, en fait, c'est de faire le contact entre les différents acteurs, donc notamment gendarmerie, pour faire remonter l'information le plus vite possible et agir en cas d'événement, ce que l'on ne souhaite pas, bien sûr. Les Yvelines n'ont pas été choisies au hasard pour être le premier territoire à signer ce nouveau protocole de protection. 15 000 chevaux et plus de 800 propriétaires, c'est le premier département équestre d'Île-de-France. Et il comporte aussi 2 unités de gendarmes à cheval. Les missions de ces 2 unités sont assez classiques. Ça nous permet encore une fois donc, de faire du contact, du renseignement avec la population et puis évidemment d'avoir des relations très particulières avec le monde du cheval d'une manière globale, donc les centres équestres, les haras. C'est beaucoup plus simple parce que les gens viennent beaucoup plus nous voir et ils nous donnent beaucoup de renseignements qu'ils n'auraient pas forcément donné à un véhicule gendarmerie. En plus des 15 référents équitants, un guide va aussi être diffusé et des panonceaux affichés pour aller encore plus loin dans la sécurité. Janvier est en théorie un mois avec un peu moins d'alcool pour beaucoup d'entre nous qui ont pu en abuser pendant les fêtes. Voici donc ce que donnent les bières artisanales sans alcool. Elles offrent les mêmes plaisirs qu'une bonne bière, elles ont toutes les qualités requises, la couleur, la densité, l'amertume et le goût, et le tout pour moins d'1 degré d'alcool. Télé Grenoble les a testées pour nous, regarder. Elles sont à boire sans modération. Les bières grenobloises Edmond sont sans alcool. Blondes, blanches, brunes, dark ou IPA, elles offrent les mêmes plaisirs qu'une bonne bière artisanale. Elles ont toutes les qualités requises. Couleur, densité, amertume et goût, le tout sous les 1 degré. Ces bières sans alcool s'adressent aux amateurs de bière en premier lieu qui ont envie de maîtriser leur consommation d'alcool en fait. Ce n'est pas forcément une bière pour les femmes enceintes comme on peut penser. La bière sans alcool a quand même une image très ringarde et on a voulu la mettre au goût du jour. La microbrasserie Edmond est la première brasserie artisanale française dédiée 100% à la bière sans alcool. Avec son procédé unique tenu secret, elle obtient des bières sous les 1 degré qui sont non filtrées et non pasteurisées. Une bonne bière sans alcool, c'est le même principe qu'une bière avec alcool, sauf qu'on n'enlève pas l'alcool, comme
dans le système industriel. On essaie de produire le moins d'alcool possible, donc il y a toujours un petit début de fermentation, sinon c'est pas de la bière. Les qualités requises sont effectivement, pour nous en tout cas, c'est les bulles, le goût de céréales, donc des maltes, et un houblonnage aussi assez maîtrisé. Du haut de ses 3 ans, Edmond produit aujourd'hui 50 hectolitres par an. Et de nouvelles recettes sont déjà dans les tuyaux, une bière blanche ortie-rhubarbe et une bière à la courge. Nous partons maintenant sur les traces de la meilleure galette des rois, une tradition dans nos régions en ce mois de janvier. Pour la région Bretagne, c'est Alain Lemeunier du département d'Ille-et-Vilaine qui remporte le prix. C'est une rencontre et une dégustation qu'on vous propose maintenant avec les équipes de TVR sur place à Rennes. Ce matin, la file d'attente s'allonge devant l'atelier boulanger à Saint-Jacques-de-la-Lande. Beaucoup de curieux venus goûter à la nouvelle attraction locale, la meilleure galette des rois d'Ille-et-Vilaine. On ne la trouve qu'ici, dans la boulangerie de Christophe et Tiffaine Roignan, et son succès ne faiblit pas. Nous l'avons déjà goûtée, là je reviens d'en prendre une autre, et c'est vrai qu'elle est excellente. Belle consistance, bien dorée sur le dessus, avec une pâte pas trop épaisse et surtout pas écœurante du tout. Celui qui a mis au point la recette gagnante, c'est Alain Lemeunier. Boulanger-pâtissier expérimenté, il travaille depuis 1 mois à l'atelier boulanger et s'est présenté au concours de la meilleure galette grâce aux encouragements de Christophe, son employeur. Ce dernier était aux premières loges pour suivre ses exploits. Là, pendant 15 jours, il a fait que ça et puis ça a payé. On a fait beaucoup d'essais pour le résultat qu'on connaît, donc c'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir de savoir qu'il avait fini premier, qu'on avait fini premier, même si c'est vrai que tout le mérite lui appartient. On a laminé le feuilletage, on a trouvé la bonne épaisseur. On va passer au détaillage. Pour participer au concours, Alain a dû présenter une galette à la frangipane de 30 cm de diamètre, une taille importante rendant la cuisson délicate. Créatif, il s'est aussi longuement entraîné à la réalisation de motifs destinés à la décoration. Je me suis entraîné à faire des dessins, plein de fois le dessin à la main, avant de le reproduire sur la pâte. Mais c'est vrai, la cuisson, c'était pour moi, c'était le plus gros challenge à trouver, c'était la cuisson. Parce que pour avoir un produit cuit à cœur et pas sec sur les bords, c'était le problème. L'année prochaine, Alain Lemeunier fera à son tour partie du jury, comme tout gagnant du concours. On connaît bien entendu tous le vin de Bordeaux, réputé dans le monde entier. Et bien désormais, il y aura le whisky de Bordeaux. Produit de A à Z dans le département de la Gironde, Harbour Moon est la première distillerie à sortir un whisky 100% girondin. Depuis quelques semaines, les premières bouteilles de cet alcool sont mises sur le marché. Les détails avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Regardez. C'est dans ce bunker de la Seconde Guerre mondiale, situé à 200 mètres de la base sous-marine de Bordeaux, qu'est produit Moon Harbour. Ce whisky 100% girondin a été créé par 2 Bordelais. Il y a 7 ans, Jean-Philippe Ballanger et Yves Médina se sont lancés le défi de produire un whisky où toutes les étapes de fabrication seront réalisées dans le département. En 2017, ils touchent enfin leur rêve du doigt. Pour la première fois, des céréales, de l'orge et du maïs produits sur l'île Patiras, située sur l'estuaire de la Gironde, sont brassés, maltés et distillés ici. Les désalambics qui servent à produire cet alcool sont de fabrication béglaise et c'est un œnologue, Miguel Pachi, qui veille à leur bon fonctionnement. Toutes les étapes sont importantes bien sûr, mais la distillation et l'alambic dans lequel le whisky est distillé va donner une identité. Le distillat obtenu prend ensuite la direction du bunker pour être affiné. Ce sont d'anciennes barriques de vin rouge bordelais et de sauterne issues de grands châteaux girondins qui servent à son élevage. Le distillat y passera 3 ans, durée légale pour pouvoir être commercialisé sous le nom de whisky. Ce bâtiment est un ancien réservoir à carburant de 4 millions de litres. Il a été construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour alimenter les sous-marins de la base bordelaise. Il n'a jamais été utilisé comme tel. Ses murs mesurent 6 mètres d'épaisseur. Nous sommes dans un endroit construit par les Allemands, donc avec une qualité de construction, on peut dire, indestructible, puisque c'est construit à l'épreuve des bombes. Et ça permet d'avoir une amplitude thermique, certes, qui existe, mais qui est, je dirais, avec beaucoup d'inertie et de lenteur, ce qui est très très favorable à un beau vieillissement de notre whisky. Les créateurs de Moon Harbour poussent même l'expérience du whisky 100% girondin jusqu'à son paroxysme. Des algues, le varech récolté sur les plages du département servent à fumer certaines céréales avant leur brassage. Moon Harbour produit à l'heure actuelle 30 000 bouteilles de whisky girondin par an. Ses créateurs souhaitent que cette production atteigne 80 000 cols annuels dans quelques années.
Et puis dans ce grand JT des territoires, un hommage amical à Robert Hossein, homme de cinéma et de théâtre disparu, vous le savez, il y a quelques jours. Sa ville d'adoption Vittel dans les Vosges lui a rendu un hommage cette semaine, avant un hommage national qui lui sera rendu mi-janvier. Regardez ce reportage des équipes de Via Vosges sur place. Je ne peux qu'espérer de toutes mes forces que tout à coup il y ait une prise de conscience, enfin, et qu'on puisse tout à coup, dans le respect des religions, des races, de tout le monde. Ce discours humaniste et œcuménique ne verra pas 2021, en tous les cas pas dans la bouche de Robert Hossein, qui s'est éteint le 31 décembre dans une clinique à Essey-les-Nancy au lendemain de son 93e anniversaire. Un décès pas lié au coronavirus, contrairement à ce qui était dit dans un premier temps, a tenu à faire savoir à l'AFP sa veuve Candice Patou, qui avait choisi de vivre avec son époux dans leur maison vittelloise, Vittel, où un registre de condoléances a été mis à disposition de la population en mairie. C'est un vrai Vittellois, tout à fait, oui, parce qu'il avait su se fondre dans la population. On était fois surpris de dire, tiens, il est là, il est à côté de nous, sans faire de bruit, sans esclandre, un grand bonhomme. Un grand bonhomme, citoyen d'honneur de la ville, qu'il a découverte dans les années 80 et où il s'est donc installé progressivement au point de vouloir en faire sa dernière demeure. Vous savez, c'est le premier ambassadeur de Vittel, donc moi j'ai vu ce qu'on portait sur Paris, j'ai vu ce qu'on portait au-delà des frontières. Vittel était quelque chose pour lui. Et pourquoi il y a eu cet attachement ? Je pense qu'il est tombé amoureux de la ville. Il était très attaché à l'ancien maire Guillemot de Bouloumier et en fait ça lui permettait de préparer ses spectacles et de travailler sereinement dans un cadre enchanteur et paisible pour lui. De son vrai nom Abraham Hosseinoff, fils d'un compositeur d'origine iranienne et d'une comédienne juive moldave, Robert Hossein aura marqué de son empreinte le cinéma et le théâtre en France et bien au-delà. C'est une carrière exceptionnelle parce qu'il a tourné avec tous les metteurs en scène, les grands metteurs en scène, il a tourné avec tous les acteurs et les actrices de sa génération. Il avait des souvenirs absolument incroyables parce qu'il avait rencontré Chaplin, il y a encore peu de temps il me parlait de Rita Hayworth, d'Ava Gardner, de Marlène. Donc c'est tout le monde du cinéma et du spectacle qu'il représentait. Avant un hommage national qui devrait être rendu courant janvier à Paris, les obsèques de Robert Hossein auront lieu dans la stricte intimité ce mercredi après-midi à Vittel, où il sera inhumé selon son souhait. La municipalité et sa veuve Candice Patou ont prévu d'y travailler de concert. Une fondation et un musée à sa mémoire verront sans doute également le jour dans la cité thermale. Voilà, Robert Hossein aurait sans doute aimé cela. Nous partons dans la principauté de Monaco, où malgré la crise sanitaire, les représentations du ballet de Monte-Carlo continuent. Une chorégraphie signée Jean-Christophe Maillot, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Monaco. Regardez ces images, c'est un reportage de José Sacré pour la chaîne Monaco Info. J'ai un tel respect pour l'œuvre originale qui, à mes yeux, ne peut être dansée que dans des compagnies avec une homogénéité de danseurs absolument parfaite, c'est-à-dire Opéra de Paris, Ballet Royal de Londres, Moscou, là où les danseurs sont élevés depuis leur enfance dans une esthétique particulière et du coup, quand on en met 30 ou 40 sur scène, on a le même type de corps, le même type d'articulation, le même type de technique. Et du coup, on a quelque chose qui est extrêmement harmonieux. Mais dans une compagnie comme la nôtre, à Monaco, où j'ai 25 nationalités, des gens qui viennent du monde entier, avec des peaux blanches, noires, mates, il y a une obligation à repenser une écriture chorégraphique qui correspond à l'outil qui est celui des ballets de Monte-Carlo. C'est une pièce pour moi qui me plaît beaucoup, que je trouve... Je me lance un peu des fleurs, mais je la trouve courageuse dans le risque que j'ai pu prendre pour adapter à l'outil qui est celui des ballets de Monte-Carlo une œuvre emblématique comme celle-là et pouvoir le partager avec le public en retrouvant la musique de Tchaïkovski. Là, d'autant plus avec plaisir puisque c'est Kazuki Yamada qui dirige et je dois dire qu'il est... outre la qualité de l'orchestre et la couleur magnifique de l'orchestre, il est en plus tellement à l'écoute de ma propre demande.
I don't know the exactly things, but maybe the many years ago, or very traditional style of the ballet, maybe it's very strict. So the tempo should be like that. But so therefore here, Jean-Christophe Maillot is a genius. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir à tous.